Bienvenue en Méditerranée, sur l'île de Malte, exactement entre Sicile et Afrique du Nord, dans cet ancien protectorat britannique, devenu aujourd'hui une république. Le 10 février dernier, France 3 présentait un numéro inédit de Secrets d'Histoire, l'émission présentée par Stéphane Bern depuis 2007. Au programme, une plongée dans le destin du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre Élisabeth II. Le lendemain de la diffusion, les audiences tombent et c'est un grand succès. L'émission, qui se présente comme un magazine historique, a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs. D'aucuns pourraient être un peu surpris qu'une émission d'histoire réunisse autant de téléspectateurs, pourtant les succès d'audience qu'enchaîne régulièrement Secrets d'Histoire n'ont rien de bien étonnant. Pourquoi ? Eh bien parce que Secrets d'Histoire, c'est avant tout une émission qui se veut divertissante, avec un animateur célèbre qui présente l'émission dans les couloirs d'immenses palais et de châteaux luxueux, un format très rythmé, ponctué d'extraits de films, de reconstitutions à grand budget et de citations d'intervenants dont ne sont gardées que les phrases les plus percutantes, le tout bercé dans une musique épique, digne d'une BO hollywoodienne. Une grosse production donc, mais en plus de la forme qui attire, il y a aussi le fond, la façon de parler d'histoire qui plaît. Stéphane Bern s'intéresse aux petites histoires qui font la grande, aux grands hommes qui ont changé le monde d'une façon particulièrement psychologisante, en attirant l'attention sur leur vie familiale et sentimentale et leurs tourments intérieurs, avec un goût prononcé pour l'anecdote et le récit. Secrets d'Histoire a trouvé sa formule, et ça marche bien depuis plus de 10 ans. À première vue, la réaction logique, c'est que tout cela est très positif. Une émission d'histoire qui attire autant de téléspectateurs sur une chaîne du service public, ça prouve que l'histoire en France se porte bien, qu'elle intéresse les gens, et quand bien même ce ne serait pas le cas, le but de l'émission est justement de vulgariser, d'amener les gens à s'intéresser à l'histoire, à y prendre goût, et à aller plus loin ensuite par eux-mêmes. Dans la même veine, et pour les mêmes raisons, on pourrait se réjouir de l'immense succès du Métronome de Laurent Deutsch, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ou encore du succès qu'a connu l'émission de Franck Ferrand L'Ombre d'un doute, diffusée sur France 3 jusqu'en 2015. L'idée que tout ce succès est très réjouissant, c'est ce qu'expliquent les intéressés, ici Franck Ferrand et Stéphane Bern, qui expliquent la raison du succès de cette histoire grand public. Il faut bien comprendre, et moi je reçois des lettres tous les jours, de jeunes gens qui me disent « Ah, si seulement on pouvait avoir des cours d'histoire comme ça. Ah, si seulement vous pouviez être mon prof d'histoire. » On nous ennuie à l'école. Pourquoi ? Parce qu'on leur parle de la féodalité. On les fait travailler sur des textes. On fait des débats sémiologiques sur un certain nombre de concepts du passé. On a une histoire dématérialisée, une histoire qui est désincarnée. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous remettons de la chair, du sang, de la vie dans ces les trois passions humaines, l'amour, le sexe et l'argent. Allez, Vous l'aurez compris, le discours de ces animateurs qui se présentent comme des passionnés d'histoire et des vulgarisateurs est simple et percutant. Eux, ils se démarquent de l'histoire ennuyeuse enseignée à l'école et à l'université. Eux, ils rendent l'histoire divertissante et accessible au plus grand nombre. Si j'arrêtais la vidéo là, évidemment, on serait tenté de croire qu'il n'y a que du positif dans cette démarche. Sauf que la réalité est bien plus mitigée que ce que quelques interventions médiatiques peuvent laisser croire. L'amour, le sexe et l'argent, ce sont les 3 choses qui captivent le téléspectateur en histoire selon les mots de Stéphane Bern que vous venez d'entendre. En effet, ce sont les thèmes privilégiés de Secrets d'Histoire qui a toujours fait la part belle à l'histoire des puissants, des têtes couronnées et autres grands hommes. Sur 141 numéros parus à ce jour, plus de 80 sont consacrés à des rois, reines, empereurs, impératrices ou encore pharaons. Et quand il s'agit de traiter d'histoire contemporaine, c'est pour présenter des grands hommes glorifiés, qu'il s'agisse de Clémenceau, Churchill, De Gaulle ou encore les milliardaires américains depuis la guerre de sécession. Une succession de portraits glorifiants de monarques et de grands hommes présentés par Stéphane Bern, le monsieur Histoire et patrimoine du service public, que rien dans sa formation ne légitime comme expert en histoire, si ce n'est une passion royaliste assumée. Un peu comme Laurent Deutsch d'ailleurs, qui n'est qu'un passionné, lui aussi amateur de monarchie. Mais après tout, encore une fois, là n'est pas vraiment la question. D'abord parce qu'il serait absurde de dire qu'il faut forcément être historien pour parler d'histoire, et ensuite parce qu'il ne s'agit pas de nier les subjectivités de chacun. Stéphane Bern et Laurent Deutsch ont beau afficher leur passion pour les rois et les reines, a priori cela ne les empêche pas de faire un travail sérieux et aussi factuel que possible, et c'est d'ailleurs ce que répond Stéphane Bern lorsqu'on lui oppose les critiques de plusieurs historiens sur son émission, ou à propos des livres de vulgarisation historique de son collègue Laurent Deutsch, avec qui il est ici en plateau. Je mets au défi quiconque de regarder Hexagone à la télévision, de regarder Secrets d'Histoire sur France 2 et d'y trouver la moindre référence, plus petite allusion à quelque idéologie que ce soit, ou même quelque tendresse que j'ai pu avoir ou que je peux avoir pour les monarchies. Et après tout, il n'a pas tort Stéphane Bern. Il serait absurde de dire que Secrets d'Histoire est une émission de propagande monarchiste, et ce n'est pas du tout mon propos ici. En fait, il est même plutôt vrai qu'à première vue, l'émission n'est pas l'expression explicite d'une idéologie quelconque. En racontant l'histoire à partir d'anecdotes et de portraits de grands hommes et de grands événements, les émissions de Bern, celles de Franck Ferrand ou encore les livres de Deutsch apparaissent comme des vulgarisations historiques désengagées et dépolitisées.
Le problème, c'est que le parti pris existe bien et qu'il est justement bien plus subtil et de fait bien plus pernicieux, justement parce qu'il se couvre de neutralité. Le parti pris, il se trouve d'abord dans un point très important, qui est la façon de faire de l'histoire. Je l'ai déjà évoqué, les exemples de vecteurs d'histoire grand public que j'ai cités font de l'histoire récit. Ils racontent l'histoire faite par les hommes de pouvoir, souvent en les glorifiant par la même occasion. Il suffit de regarder un épisode de Secrets d'Histoire ou de lire le Métronome de Laurent Deutsch pour s'en rendre compte. Pas de traces de l'histoire des masses, de l'histoire des pauvres et du peuple, de ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Oublier tous ces pans de l'histoire, c'est en proposer une vision qui, avant même d'être biaisée, est particulièrement étroite, qui va complètement à contre-courant des évolutions qu'a pu connaître l'historiographie française à travers le temps. Parce que oui, l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'histoire des grands hommes et des puissants, ou en tout cas ce n'est pas que ça, et c'est d'ailleurs ce que rappelait cette historienne qui répondait à Stéphane Bern et Franck Ferrand. Et vous dites que vous n'avez pas aucune formation en Et en revanche, vous êtes totalement dans la lignée de votre travail qui est de s'intéresser aux grands hommes. Parce qu'en fait, ce que montrent les Secrets d'Histoire, c'est surtout cette valorisation du grand homme. Ce qui pose un problème pour les historiens, puisque le grand homme n'est qu'un tout petit moment ou un moment important de l'histoire. Est-ce qu'un jour vous ferez l'histoire des pauvres? Mais alors, je vais vous répondre. Oui, parce que l'histoire, c'est aussi l'histoire des pauvres, l'histoire des masses. Pour le comprendre, il faut faire un petit peu d'historiographie, c'est-à-dire d'histoire de la discipline historique. Depuis les années 1930, l'historiographie française a été révolutionnée par le courant historique de l'école des annales, un courant de pensée initié par Lucien Febvre et Marc Bloch, qui reconsidère l'histoire pour l'inscrire dans le temps long, dans une certaine globalité, en l'extrayant du cadre événementiel et du particulier, mais aussi en la faisant collaborer avec d'autres sciences, telles que la sociologie, la géographie ou encore l'économie. Ce faisant, l'histoire est devenue synonyme d'enjeux, de problématiques profondes, elle s'est déromancée. Alors évidemment, par la même occasion, l'histoire est devenue plus complexe que la version simpliste proposée par Laurent Deutsch, Stéphane Bern ou Franck Ferrand, qui en faisant la promotion d'une histoire événementielle, sinon anecdotique, et centrée sur l'action et la volonté des grands hommes, oublie non seulement le rôle des masses et des déterminations économiques, sociologiques et géographiques, en plus de transformer l'histoire en récit, ce qu'elle n'est pas destinée à être. Parce que oui, c'est l'autre point qui est déterminant lorsqu'on s'intéresse à l'histoire grand public, cette volonté de faire de l'histoire un récit, de la scénariser pour la rendre divertissante, pour la faire aimer au plus grand nombre, quitte à la mythifier dans une certaine mesure. Le souci, c'est que derrière plein de bonnes intentions, cette vision de l'histoire a quelque chose de profondément problématique. En fait, chez Stéphane Bern, Laurent Deutsch et les autres que j'ai pu citer, l'idée de rendre l'histoire attrayante rejoint celle du roman national. Le roman national, c'est la vision de l'histoire qui consiste en France à montrer la grandeur et l'unité du pays par son histoire afin d'exhorter au patriotisme. L'idée s'est particulièrement développée au temps de la Troisième République, avec notamment les manuels d'histoire d'Ernest Lavis, utilisés dans les écoles, des manuels scolaires qui faisaient les récits des conquêtes, d'épopées et de grands hommes tels que Vercingétorix, Charlemagne ou Napoléon, avec un objectif précis, écrit dès la couverture sous forme de message aux élèves, je cite « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande ». Donc, le roman national, c'est l'idée que l'on peut utiliser l'histoire à des fins d'union nationale, qui peut souvent se transformer en union nationaliste, et donc utiliser l'histoire à des fins politiques, car la frontière est poreuse. Pour se rendre compte du lien entre le roman national et son histoire des grands hommes et la politique, il suffit d'observer à quel point la Ve République est imprégnée de cette vision, en favorisant la personnalisation du vote et la mise en avant d'un président de la République seul au sommet de l'État, donc en invitant les électeurs tous les 5 ans à élire un homme providentiel capable de porter sur ses épaules le destin historique du pays. Si la vision providentialiste de l'histoire est aussi développée dans l'histoire grand public et dans les institutions politiques, c'est évidemment parce qu'elle a des fondements profonds, philosophiques par exemple. En ce sens, il faudrait se pencher, ce que je ne ferai pas dans cette vidéo, mais que je pourrais faire dans une autre, sur l'influence de la philosophie de l'histoire d'Hegel en France, ce même Hegel qui a écrit que le but privé des grands hommes s'identifie par l'essence de la volonté de l'esprit universel, et qu'au peuple le grand homme a pour rôle de montrer et d'accomplir la tendance immanente en eux. Le roman national n'est donc pas né d'hier, il a ses légitimations philosophiques et une multitude de défenseurs. Et puis, roman national et audience sont évidemment liés, parce que le roman national, c'est glorifiant et simpliste, ça enlève toute complicité à l'histoire, et donc forcément c'est accessible et attrayant. Le problème, c'est que quand on se dit vulgarisateur comme Laurent Deutsch ou Stéphane Bern, on est censé vulgariser l'histoire telle qu'elle est, et non pas telle qu'on la fantasme ou telle qu'on veut qu'elle soit pour servir une cause. C'est d'ailleurs ce que dénoncent de nombreux historiens, comme ici Aurore Chéry, qui critique ce qu'elle appelle dans un ouvrage écrit avec Christophe Naudin et William Blanc, les historiens de garde. Et c'est en fait des historiens des historiens parfois entre guillemets,
qui veulent défendre une vision de l'histoire qui est uniquement faite de faits héroïques, des grands événements, des belles choses, et tout est déjà écrit depuis le début. En fait, la France existe depuis toujours et c'est un destin français qui se réaliserait. Alors ça, évidemment, ça paraît un peu du conte de fées et c'est un peu gênant pour les historiens parce que l'historien, d'abord, ce qu'il fait, c'est poser des questions. Ça ne veut pas dire que c'est une histoire qui est ennuyeuse, mais c'est... Voilà, l'histoire, c'est fait pour s'interroger et s'interroger aussi sur la société aujourd'hui. Tout de suite, on comprend plus facilement pourquoi de nombreux historiens critiquent et dénoncent le travail de Stéphane Bern, Laurent Deutsch ou Franck Ferrand. Mais à vrai dire, il n'y aurait pas tant de problèmes si leur vision de l'histoire était étayée par les faits et par un travail véritablement rigoureux d'historien. Le souci, et c'est l'autre phase de l'enjeu soulevé par l'histoire grand public, c'est que si tous ces noms que j'ai cités ont un autre point commun, c'est celui d'avoir été de nombreuses fois épinglés pour des erreurs factuelles et un manque de rigueur. Pour ne citer que quelques exemples, on trouve cet article parmi d'autres de l'historien Clément Salviani qui recense les erreurs factuelles et les arrangements avec la réalité dans le Métronome de Laurent Deutsch. On pourrait aussi citer l'émission de Franck Ferrand intitulée Robespierre, bourreau de la Vendée, qui avait fait bondir plusieurs historiens. D'ailleurs, ce problème d'arrangement avec la réalité ne concerne pas que les émissions de télévision et les livres. Quand je parle d'histoire grand public, cela peut aussi désigner des lieux dédiés à l'histoire, tels que le Puy du Fou, dont le traitement de la guerre de Vendée dans certains spectacles fait aussi débat, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ces erreurs factuelles, il est difficile de distinguer celles qui relèvent de l'oubli ou du manque de rigueur et celles qui sont de véritables arrangements avec la réalité dans le but d'aller dans le sens du roman national. Sauf que dans les deux cas, on n'est plus dans un travail d'historien, car on néglige la méthode et la rigueur qui sont au fondement de ce qui fait la discipline et la scientificité de l'histoire. Cette méthode ne date d'ailleurs pas d'hier, puisqu'elle est née avec Hérodote puis le grec Thucydide, qui pour écrire au 5e siècle son ouvrage La guerre du Péloponnèse, a appliqué strictement une méthode fondée sur la recherche de l'exactitude, la vérification de la crédibilité des sources, un récit dépourvu de romanesque et une méfiance vis-à-vis de sa propre subjectivité. Ce faisant, il rompait avec ceux qui lui précédaient, que l'on appelle aujourd'hui les logographes, qui mélangeaient mythe et histoire dans leurs travaux et mettaient l'accent sur le divertissement et le charme de l'histoire plus que sur l'exactitude et la vérité des faits. En un sens, on pourrait presque comparer les grands noms de l'histoire grand public que j'ai cités à ces logographes qui privilégient toujours le récit historique glorifiant à la réalité des faits. Dès lors, il y a un problème quand Laurent Deutsch ou Stéphane Bern se revendiquent de la vulgarisation, car ce n'est pas parce qu'on vulgarise l'histoire qu'on doit se passer de la méthode et de la rigueur de l'historien, sinon on sombre très vite dans l'erreur. Et quand cette erreur est combinée à une volonté d'utiliser l'histoire pour nourrir le roman national, ça devient relativement dangereux. Alors, pour conclure et en revenir à ce que je disais en début de vidéo, il ne s'agirait pas de tomber dans la paranoïa et le procès d'intention. À vrai dire, je veux bien croire Laurent Deutsch et Stéphane Bern lorsqu'ils disent n'être que de simples passionnés qui veulent transmettre leur passion sans arrière-pensée, dans le but de rendre l'histoire plus accessible et permettre ensuite aux gens d'aller plus loin par eux-mêmes. Il serait absurde de dire qu'ils font un travail de propagande, il ne s'agit pas de cela. Secret d'Histoire est une émission motivée par l'audience, pas par la propagande. Il n'en reste pas moins qu'en raison d'un système médiatique assez verrouillé, le roman national est très présent dans l'histoire grand public et qu'il y a certainement beaucoup à redire sur le rôle du service public qui offre une tribune constante à Stéphane Bern et Laurent Deutsch sans pour autant proposer des émissions conformes à ce qu'est aujourd'hui l'étude de l'histoire et sa méthode. Parce que tout ça, c'est plus conséquent qu'on ne le pense. L'histoire, elle se fabrique certes à l'école et à l'université, mais elle se fabrique aussi et surtout dans des expériences de divertissement et de culture de masse, que sont les livres, les bandes dessinées, les parcs à thème comme le Puy du Fou, les films ou encore les émissions de télévision. Alors il y a là un vrai enjeu d'imaginaire historique, et il est déplorable que l'histoire grand public fasse la part belle au roman national et ne rende pas compte de la complexité de la discipline historique et surtout d'une chose fondamentale, en histoire, il n'y a pas qu'une vérité. Il n'y a que de la méthode, de l'esprit critique et de la rigueur. Je finirai donc par ces mots d'Anatole France qui invitent à la nécessaire modestie critique de l'historien. En histoire, il faut se résoudre à beaucoup ignorer. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui a essayé de développer un raisonnement qui vous donne peut-être envie de poursuivre le débat. Dans ce cas, l'espace commentaire est à vous pour que nous poursuivions la discussion. Mais avant cela, n'hésitez pas à aller consulter la liste de sources qui m'ont permis de préparer cette vidéo que je mets en description. Prenez le temps de lire et de réfléchir, car on n'affine jamais trop son esprit critique.